Les Américains confirment un début de retrait des forces irakiennes massées dans la zone frontalière avec le Koweït. Quoi qu'il en soit, le déploiement militaire américain dans le Golfe se poursuit. L'ambiance à Bagdad avec notre envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert. Scène de liesse populaire en Kabylie après la libération du chanteur Lounès Matoub, retenu en otage pendant 15 jours par le groupe islamique armé. À l'Assemblée nationale, début du marathon budgétaire sur fond de grogne d'un certain nombre de députés proches de Jacques Chirac, alors qu'un sondage indique une nouvelle baisse sensible de la popularité d'Édouard Balladur, invité du journal Catherine Ney pour son livre Le Dauphin et le Régent, qui compte par le menu les relations chaotiques entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Nouveau progrès médical en ce qui concerne la sclérose en plaques, un mal qui touche plus de 50 000 Français. Et dans ce journal, nous reviendrons en détail sur le tracé du prochain Tour de France. La grande boucle partira de chez Bernard Hinault en Bretagne. Autre invité de ce journal, en direct du Moulin Rouge, une des plus grandes stars mondiales de la musique, Elton John, avec en exclusivité les premières images de son tout dernier clip, la musique du Roi Lion de Walt Disney. Madame, Monsieur, bonsoir. Du passé, faisons table rase. 10 tours des Minguettes ont explosé ce midi près de Lyon. Une destruction qui marque la fin de la banlieue des années 60 sur un lieu mythique qui avait vu en 81 le début de la révolte des banlieues et 2 ans après la marche pour l'égalité des droits. Reportage de notre correspondante Françoise Vallée. En moins de 8 secondes, démocratie est tombée. Pour la première fois, tout un quartier part en fumée. C'était les 10 premières tours construites aux Minguettes dans les années 60. L'opération a eu lieu en 2 temps, 13h15. Une explosion de 4 tours par la technique dite de basculement, elle se couche sur le côté. 20 minutes plus tard, le compte à rebours reprend. Les habitants de Vénissieux sont là, graves, presque recueillis. Personnellement, je suis peinée. D'autres, peut-être, ça arrange, pas moi. C'est vraiment dommage. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Personne n'est habité. Hein. Beaucoup de gâchis, je pense. Le reste, fallait peut-être en arriver là, je sais rien, mais quand on pense tout ce que ça a pu coûter. En attendant la construction d'équipements collectifs promis par l'État, la ville et la communauté urbaine de Lyon, les jeunes disent qu'ils ont gagné un bout de gazon. Quant à leur radio autour, ils ont préféré le faire en chanson. Avec la chute de ces édifices, c'est un peu de l'histoire des Minguettes qui passe par le précipice. Les tours tombent, tour à tour, voici les Minguettes sous un autre jour. Les tours tombent, tour à tour, voici les Minguettes sous un autre jour. Les tours tombent, tour à tour, voici les Minguettes vues sous un autre jour. Et dans notre série, il n'est pas interdit de corriger les erreurs du passé. Cette expérience à Saint-Denis, près de Paris, avec la construction d'un ensemble de 80 logements, sorte de vitrine architecturale d'une banlieue réellement habitable. Reportage Jean Pézieux, Michel Levasseur. Dans cette banlieue disparate, un nouveau venu. Un petit immeuble servant de transition entre les bars HLM et les pavillons des rues anciennes. Chantier bien maîtrisé, résultat, même coût que les autres logements sociaux et même loyer pour les locataires. Les 2 tiers sont locataires HLM, 1 tiers des revenus moyens. Un mélange social donc qui manque dans la cité HLM voisine. Effectivement, on a là des gens qui ont un peu tous le même profil professionnel et social. Du coup, on se retrouve avec des gens qui ont quasiment les mêmes besoins, les mêmes difficultés au même moment, ce qui n'est pas simple à gérer pour une commune, alors que d'avoir des petites unités diverses avec des besoins divers, ça fait une vie locale riche plutôt que monotone. Élégance des balcons en métal ajouré qui rythment les façades, refus de l'immeuble bloc. Les logements se répartissent en 4 petits groupes séparés par des arbres et des jardins, et la nature est présente encore dans les coursives et les escaliers avec l'éclairage zénital. Il y a simplement la volonté de proposer des logements dignes avec des prestations de très grande qualité et, j'ai envie de dire, transmettre un peu de plaisir, c'est important à partager. Ce passage à travers la résidence conduit au centre-ville. Il se poursuivra avec la démolition de 2 cages d'escalier de la barre voisine. Sortir les habitants de leur ghetto, c'est aussi le rôle assigné au nouvel immeuble. Pour moi, ça ne me gêne pas, parce que bon, c'est des jeunes que je côtoie, à qui je fais du basket. Bon, il y a certains locataires où ça passe mal, il y a des petits accrochages. Mais bon, il faut les connaître, les jeunes. Ils ont tous besoin de s'exprimer, quoi. Ça va passer avec le temps. Laisser du temps au temps, tel est le vœu de ceux qui s'efforcent de raccommoder les banlieues. Leur certitude, en tout cas pour l'avenir, le logement social ne peut plus faire l'économie de la qualité.
L'abbé Pierre, l'association Droit au logement et les Verts ont relancé aujourd'hui leur campagne pour la réquisition de logements vacants en faveur des mal logés. Une ordonnance de 1945 qui prévoit expressément ce droit de réquisition et les restés quasiment lettre morte. Selon l'association Droit au logement, plus de 300 000 logements sont actuellement vides en Île-de-France. À l'avenir, nos villes et nos banlieues vont être sous très haute surveillance. Les députés ont en effet adopté ce matin en première lecture le projet de loi sur la sécurité qui prévoit entre autres l'autorisation sur la voie publique d'un système de vidéosurveillance, y compris devant les entrées d'immeubles. L'opposition de gauche a vivement dénoncé l'ombre de Big Brother. Reportage Thierry Curté, Jacques Garniche. Levallois, centre de télésurveillance. 24 heures sur 24, ici se succèdent les agents de la police municipale. La loi votée cette nuit vient réglementer ce type d'installation. 53 caméras, à terme il y en aura une centaine, surveillent les carrefours mais aussi les jardins publics ou les rues piétonnes. L'objectif est clair, le système a été mis en place dans un souci de sécurité. Le jour, nous régulons le trafic routier au travers de systèmes et la nuit, nous apportons un plus en matière de prévention. En termes d'insécurité, ce système a été assez performant depuis qu'il est installé. Il est dissuasif de par sa nature. À Levallois, les images retransmises ne sont pour l'instant pas enregistrées. Mais la loi permettra de garder les bandes vidéo jusqu'à 6 mois, et ce pour que la justice puisse les exploiter. Le nouveau texte exige également que toute installation soit soumise à l'avis du préfet. Il autorise enfin les caméras à filmer les entrées dans les immeubles. Devant cette bouche de métro vidéosurveillée, les avis sont partagés. Sur le principe, je trouve que c'est un œil qui épie l'activité des citoyens. Je fais comme si je la voyais pas. D'ailleurs, je savais qu'il y avait des caméras, mais je n'ai pas fait attention. Je vis normalement. Moi, pas du tout. Pas du tout. Tant qu'il n'y a rien à cacher, je ne crois pas que ça pose problème. Le texte voté la nuit dernière en première lecture doit passer devant le Sénat avant de revenir devant les députés pour être définitivement adopté. Liesse populaire en Kabylie après la libération du chanteur Lounès Matoub, retenu en otage pendant 15 jours par des militants du GIA, le groupe islamique armé. Commentaire Véronique Tavon. Libre, enfin, les premières paroles de Matoub Lounès seront pour ceux qui ont tant attendu sa libération, 15 jours d'angoisse et de peur. Des paroles accueillies par le youyou des femmes, sur les visages, le sourire retrouvé. Depuis hier soir, depuis l'annonce de sa libération, la foule n'a cessé de grossir devant la maison de Matoub Lounès. À l'extérieur, des haut-parleurs ont été installés, la fête enfin, pour ceux qui tout au long de ces 15 jours ont tant espéré ce moment. Matoub Lounès est libre, au milieu des siens, mais visiblement éprouvé par sa captivité. J'attendais à être égorgé ou à être fusillé parce que j'ai comparu devant un tribunal islamique, donc selon eux, j'étais passible de la peine de mort par rapport à mes propos, soit dans mes chansons, soit dans mes déclarations officielles ou en travers la presse nationale ou internationale. Comment vous avez été traité durant votre détention? Sincèrement, ils m'ont ménagé. À aucun moment, quelqu'un ne m'a manqué de respect. Ils m'ont donné à manger. Disons que j'ai été dans de très bonnes conditions. Est-ce que vous parliez avec vos ravisseurs? Oui, je parlais. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. À chaque fois, ils disaient sincèrement, j'avais peur. Il faut être sincère. Je me suis cru parti pour de bon cette fois-ci. Matoub Lounès n'en dira pas plus. Porteur d'un message de ses ravisseurs, le groupe islamique armé, il s'adressera jeudi à la population kabyle à Tizi Ouzou. En l'enlevant puis en le libérant hier soir, le GIA a peut-être voulu utiliser l'immense popularité de Matoub Lounès pour mieux tenter de s'implanter en Kabylie. Ce soir, en tout cas, c'est toute une région qui respire de nouveau. Alain Juppé a annoncé cet après-midi à l'Assemblée toute une série de mesures destinées à aider les Français qui rentrent d'Algérie en raison de l'insécurité croissante qui règne dans ce pays où 19 ressortissants français ont été assassinés en moins d'un an. Environ 6000 Français ont traversé définitivement sans doute la Méditerranée depuis un an, mais ces nouveaux rapatriés se plaignent amèrement de leurs conditions d'accueil. Anne Guéry a rencontré l'un d'entre eux qui, pour d'évidentes raisons, préfère rester anonyme. Retour au Bercail après 37 années d'absence et en bien propre, pas grand chose de retiré de notre appartement d'Alger, ce miroir, une paire de lampes, quelques souvenirs, des caisses de livres.
De son passé d'expatrié, il ne lui reste que quelques objets. Retour brutal à Paris, après 37 années de vie en Algérie. Retour brutal en France, où c'est sa mère qui lui offre un toit. Et puis tout le reste à Alger, c'est-à-dire 37 ans de vie, 37 ans d'économie et d'espoir, qui sont bloqués. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir ? La possibilité de continuer mon activité, mes partenaires algériens qui m'ont dit que ma sécurité était vraiment, qu'ils avaient peur pour moi. Nous avons, mon épouse et moi, tout laissé. L'appartement est dans l'intégrité, il est plein comme un œuf et il est le résultat de 30 ans de vie, de mariage et d'acquisition au fur et à mesure de l'existence. À 20 ans, il montait à Alger une petite entreprise avec des associés algérois. Et c'est justement parce qu'il n'a pas travaillé pour une société française qu'il ne peut aujourd'hui prétendre ni au chômage, ni à la retraite, ni même à une protection sociale. Je suis sans statut dans les médias, je suis comme un oiseau sur la branche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité à mon âge d'une reconversion. J'ai cherché des pistes de reconversion. Et ça me paraît tout à fait bouché dans l'immédiat. Je me sens humilié. Humilié pour mon pays, oui, qui n'est pas capable de reprendre ses enfants. Seul réconfort, la vie de son quartier, où pêle-mêle, rapatriés et immigrés parlent chaque jour de tolérance, cette tolérance qu'il espère voir renaître un jour à Alger. Le ministre de l'économie Edmond Alfandéry et son homologue algérien viennent de signer un accord important pour ces rapatriés d'Algérie. Un accord qui prévoit notamment que tous les avoirs bancaires ou assimilés pourront être transférés en France sans limitation de montant, et cela selon une procédure extrêmement simplifiée. La crise dans le Golfe, pour la première fois cet après-midi, les Américains ont fait état d'un début de retrait des troupes irakiennes massées ces derniers temps dans la zone frontalière avec le Koweït. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, le Pentagone continue de déployer un impressionnant dispositif. Précision avec François Cornet. Les Irakiens se replient, les Américains et leurs alliés se déploient. Les stratèges qualifient cela de logique de guerre bizarre. Les Britanniques ont dépêché aujourd'hui dans le Golfe une douzaine de chasseurs-bombardiers Tornado qui ont rejoint les 700 avions de combat américains stationnés au Koweït et en Arabie Saoudite. Même les vieux bombardiers géants B-52 ont repris du service. On ne les avait plus revus depuis l'opération Tempête du désert en 1991. Devant une telle armada, on peut penser que le feuilleton n'est pas terminé, même si le coup de Saddam Hussein aux frontières du Koweït n'était qu'un bluff. Alors que les Marines se rapprochent des côtes koweïtiennes au nord du golfe Persique, le secrétaire d'État américain Warren Christopher confirmait cet après-midi que les États-Unis allaient poursuivre leur déploiement et qu'ils n'excluaient pas une attaque préventive contre l'Irak. Mais dans le même temps, les forces américaines progressant vers le nord du Koweït commençaient à accorder quelques crédits au début du retrait irakien. Selon le Pentagone, 40 000 soldats américains sont présents ou en route vers le Koweït, 155 000 autres ont été mis en état d'alerte. Comme la Grande-Bretagne, la France renouvelle son soutien à la position américaine avec l'arrivée aujourd'hui au Koweït de la frégate française lance-missile Georges Legge. Les troupes de Saddam Hussein se replient, les États-Unis et leurs alliés maintiennent la pression. On vient de le dire, le secrétaire d'État américain, Warren Christopher, qui se trouve actuellement à Damas, a affirmé que les États-Unis n'excluaient pas une attaque préventive contre l'Irak. Nous allons trouver en direct de Bagdad notre envoyé spécial, Martine Laure-Joubert. Martine, est-ce que l'on sent à Bagdad une inquiétude dans la population irakienne ? D'abord, les officiels irakiens s'indignent, ou en tout cas, ils font semblant. Ils prétendent toujours que ces mouvements de troupes n'étaient que de simples manœuvres et ils demandent, mais enfin, qu'a-t-on fait de si extraordinaire pour justifier un tel déploiement occidental? Ensuite, ils avancent aussi le fait que depuis 3 ans et demi, ils n'ont pas cessé d'accumuler des gages de bonne volonté et qu'en échange, ils n'ont rien reçu. Et d'ailleurs, quand on leur demande s'ils croient à une levée des sanctions, ils répondent toujours que non, quoi qu'ils fassent. Et cela leur donne une grande amertume vis-à-vis des Américains. En tout cas, Bagdad aujourd'hui était très calme, il n'y avait pas de file d'attente, ni devant les magasins, ni devant les stations-service. Et les Irakiens semblent davantage préoccupés par le maintien de l'embargo, qui se révèle extrêmement lourd, que par une reprise d'un éventuel conflit. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout envie de faire la guerre, ça leur a coûté trop cher. Saddam Hussein, lui, c'est difficile à savoir. Merci Martine, nous vous retrouvons bien sûr au cours de nos prochaines éditions. Je vous propose de découvrir tout de suite le reportage que vous nous avez fait parvenir sur l'ambiance à Bagdad. Les images sont de Claude Sicard.
Mon corps, mon sang, mon âme pour Saddam Hussein, vieux refrain de la guerre du Golfe, à nouveau scandé ce matin par quelques centaines de volontaires. Ils sont bien les seuls à rêver de sacrifices et de martyrs. Dans les rues de Bagdad, à première vue, la vie comme avant. Mélange de nonchalance et de gaieté, aucune trace apparente de la guerre. Mais l'embargo frappe durement. Les prix flambent, le quotidien devient un véritable combat pour survivre. Tout est devenu très cher. C'est à cause de l'embargo. Et c'est vous, les puissances occidentales, qui nous l'avez imposé. Personne, ici, ne souhaite un nouvel affrontement. Chacun reprend la version officielle. Les mouvements de troupes seraient de simples manœuvres. En somme, selon eux, beaucoup de bruit pour rien. Cette nuit, Bill Clinton est apparu à la télévision américaine pour réaffirmer sa fermeté vis-à-vis de Bagdad, en employant pratiquement les mêmes termes que son prédécesseur George Bush il y a 4 ans. L'initiative de Saddam Hussein, en tout cas, tombe à pic pour le président américain et qui a connu quelques déconvenues en politique étrangère, alors que les élections législatives du mois prochain s'annoncent délicates pour le camp démocrate. Analyse de notre correspondant à Washington, Jean-Marc Ilouz. En prenant hier soir ses concitoyens à témoin sur la promptitude et la fermeté de ses réactions face à l'Irak, Bill Clinton a aussi tenté, sans trop forcer la note, de convaincre une opinion publique qui le boude que sa présidence ne mérite plus sa réputation d'indécision. En décidant en 48 heures de réunir une force de 40 000 hommes et 700 avions dans le Golfe, Clinton, l'éternel temporisateur, a voulu démontrer qu'il peut décider et agir vite. Et le président américain, dont la marine avait fait voilà un an un demi-tour humiliant devant les nervis du régime militaire haïtien, ne s'est pas privé de rappeler que depuis 3 semaines, les Américains, sans perdre un seul homme, étaient en train de renverser le cours de l'histoire en Haïti. C'est vrai, en Haïti comme en Irak, rien n'est définitivement gagné, mais hier soir, Bill Clinton a pu dire, sans risquer d'être contredit par les faits, que la force de la politique américaine, je cite, repose sur la fermeté de ses engagements. Une partie de la presse, c'est vrai, salue le changement, mais avec circonspection. En dépit de la bonne santé de l'économie américaine, des avancées de sa législation sociale, Bill Clinton reste un mal-aimé des sondages. Il serait bien paradoxal qu'à quelques semaines de législatives à haut risque, le démocrate Clinton trouve dans sa politique étrangère une petite planche de salut. En Israël, la télévision a diffusé tout à l'heure une cassette montrant un militant du mouvement islamiste Hamas qui affirme que cette organisation a enlevé en début de semaine un militaire israélien qui sera exécuté si le gouvernement israélien ne relâche pas avant vendredi soir plusieurs dirigeants du mouvement Hamas actuellement emprisonnés en Israël après avoir été enlevés au Liban. Bill Clinton s'est entretenu hier au téléphone avec François Mitterrand de la situation dans le Golfe. Le président, accompagné de son épouse Danielle, a quitté cet après-midi Belle-Île où il a pris quelques jours de repos et cela sous un soleil quasi estival. Demain, il présidera le traditionnel Conseil des ministres du mercredi. C'était aujourd'hui la vraie rentrée pour les députés avec le début du marathon budgétaire, une discussion qui s'annonce sans grand péril pour le gouvernement, même si la polémique autour de la recommandation européenne sur les déficits publics, la recommandation prévue par le traité de Maastricht, a montré qu'Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy ne sont pas à l'abri d'un petit excès d'humeur de la part des députés proches de Jacques Chirac. L'évaluation précise du déficit budgétaire de la France sera en effet au cœur du débat. Explication Pascal Golomer. L'État fait des dépenses et il engrange des recettes. Faites une soustraction, vous obtenez le déficit budgétaire, 275 milliards de francs. C'est ce que prévoit le gouvernement pour la France en 1995. Et le ministère du Budget d'insister sur la réduction record de ce déficit depuis 2 ans. Malgré cela, la France ne remplit toujours pas les conditions fixées par le traité de Maastricht pour prétendre à la monnaie unique en 1997. L'un des critères, c'est justement un déficit budgétaire inférieur à 3% du produit intérieur brut. Avec 4,6% prévu en 1995, la France est encore loin du compte. Maigre consolation, seuls l'Allemagne, l'Irlande et le Luxembourg sont pour l'instant dans la norme. Et cela s'empire si l'on retranche des recettes, celles provenant des prochaines privatisations, estimées à 55 milliards de francs. Car faut-il vraiment parler dans ce cas de recettes ordinaires lorsqu'on vend des entreprises publiques? Et peut-on les affecter à des dépenses courantes, comme les mesures pour l'emploi par exemple? Si on ne les comptabilise pas, la France s'éloigne encore plus des fameux critères de Maastricht et s'expose davantage aux foudres de Bruxelles.
La Commission européenne a d'ailleurs déjà recommandé à la France, comme aux autres pays fautifs, de resserrer les cordons de la bourse. Recommandation logique, mais qui a provoqué un tollé parmi les députés opposés au traité de Maastricht, Philippe Séguin en tête. Quelle est l'humeur des parlementaires en ce début de débat budgétaire? Début de réponse avec Jean-Baptiste Prédali. En route pour le budget. Pour Édouard Balladur, comme pour Nicolas Sarkozy, c'est le plat de résistance de la rentrée parlementaire. Et à l'Assemblée nationale, le jeu est connu. L'opposition dénonce un budget préélectoral. On joue notre rôle d'opposant. On considère que ce budget est révélateur d'un certain nombre d'orientations politiques. Premièrement, il est truqué. Deuxièmement, il est injuste socialement. Et troisièmement, il est inefficace par rapport à la reprise. Le gouvernement a triché dans cette affaire dans la mesure où il ne nous dit pas la vérité. La vérité sur le budget, c'est que c'est un budget qui est antisocial, c'est un budget qui va aggraver le chômage dans notre pays. Dans la majorité, on n'ose pas attaquer le gouvernement de front. Des réserves sont bien apparues au sein des groupes, mises en sourdine publiquement, avec le soin de défendre le gouvernement des accusations de trucage. Il y a toujours eu, hélas, dans la tradition budgétaire française, des astuces. Mais on ne peut pas aujourd'hui prétendre que ce budget innoverait en la matière. Il reprend quelques astuces, mais dans l'ensemble, il organise la décélération de la dépense publique. C'est un budget qui présente un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire qu'il essaie de lutter contre les déficits publics et contre les déficits budgétaires. Mais bien entendu, c'est un budget qui est limité dans sa marge de manœuvre. Sous-entendu, à l'heure du budget, la majorité a des aménagements à suggérer. Le gouvernement doit en tenir compte. C'est la règle pour les sessions budgétaires. Sous la technique et les chiffres, il y a toujours des enjeux, surtout avant des élections. Le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy, a répondu tout à l'heure aux critiques en affirmant qu'il n'y avait pas d'absence de sincérité dans son texte et que l'objectif de réduction des déficits serait tenu. Réunion cet après-midi du bureau politique du Parti républicain, l'une des pièces maîtresses du dispositif présidentiel d'Édouard Balladur. Réunion dans une ambiance un peu particulière sur fond d'affaires mettant en cause le financement de ce mouvement et son président Gérard Longuet. Sur place pour France 2, Carole Comont. Très bien. Les apparences sont parfois trompeuses et l'optimisme de rigueur avait bien du mal à cacher la tension. C'est qu'avec le développement des affaires, la réunion du Parti républicain prenait cet après-midi une tournure toute particulière. Malaise, vague à l'âme ou interrogation, les dirigeants étaient d'abord venus rassurer leurs parlementaires. François Léotard, mais surtout Gérard Longuet, devaient intervenir longuement pour fournir des explications avant d'entamer le dialogue avec députés et sénateurs. Des parlementaires restés bien discrets, à une exception près. Il y a les affaires de justice et il y a les affaires du parti. Et aux affaires du parti, on ne condamne pas quelqu'un, on ne fait pas un lynchage politico-médiatique. Et les amis politiques de M. Longuet sont là pour le rappeler. Les portes se ferment pour un huis clos de presque 2 heures. Une réunion bien rapide et pour cause. L'orientation d'ensemble de ce bureau politique élargi aux parlementaires, c'est une volonté très forte, tout à la fois, de manifester notre confiance à Gérard Longuet, notre solidarité et notre choix de le garder à la tête de notre parti. Un soutien unanime en faveur de Gérard Longuet. La séance d'explication est devenue plébiscite, même si la plupart des parlementaires ont préféré rester invisibles après la réunion. Il est vrai qu'au PR, les turbulences sont loin d'être terminées. De son côté, Jacques Chirac, qui n'est toujours pas officiellement candidat, a franchi aujourd'hui une nouvelle étape dans la course à l'Élysée en s'entourant d'un comité politique composé de 2 ténors du RPR, le secrétaire général du mouvement Alain Juppé et le président de l'Assemblée Philippe Séguin. Selon le baromètre Gallup à paraître dans l'Express, la popularité d'Édouard Balladur enregistre une baisse de 12 points. 51% des Français approuvent son action, 43% la désapprouvent. Un autre sondage, Sofres, indique que pour la première fois, Jacques Delors serait à égalité 50-50 avec Édouard Balladur au second tour de la présidentielle. Invité de notre journal, notre consoeur Catherine Ney, qui publie chez Grasset un livre tout à fait d'actualité, Le Dauphin et le Régent. Le Dauphin, c'est Jacques Chirac, désigné implicitement comme tel par Georges Pompidou. Le Régent, c'est Édouard Balladur, qui a tenu l'Élysée durant la maladie de Georges Pompidou en 73-74. Bonsoir Catherine Ney, vous aviez déjà écrit un livre qui s'appelait La double méprise, sur les rapports un peu compliqués entre Giscard et Chirac. Est-ce que décidément, c'est la preuve que l'amitié est impossible en politique?
L'amitié est possible en politique au sein des partis entre militants, entre députés et même entre ministres, mais je crois que dès qu'on veut respirer l'air des cimes et que l'on guigne l'Élysée ou même Matignon, l'amitié n'est plus possible. D'ailleurs, le général de Gaulle le disait, les hommes d'État n'ont pas d'amis. À un moment, vous rapportez un dialogue entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Jacques Chirac fait allusion à une éventuelle ambition présidentielle d'Édouard Balladur et l'actuel Premier ministre répond « Ne soyez pas blessant ». Oui, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il était sincère en disant ça? Oui, je pense qu'il était sincère, mais quand vous parliez tout à l'heure de double méprise, moi je crois que, par exemple, entre Giscard et Chirac, ils se sont mépris l'un sur l'autre parce qu'ils pensaient pouvoir se manipuler l'un l'autre. Entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, ça n'est pas ça du tout qui s'est passé. Au contraire, ils se connaissaient très bien. Jacques Chirac avait jaugé, ou enfin avait jugé Édouard Balladur depuis longtemps. Il savait que c'était un homme d'autorité, qui pendant un an avait été un régent, et qu'il a fait venir auprès de lui, c'est lui qui l'a sollicité, et il l'a traité, disons, comme un cadet traite un grand frère, ou comme un jeune ministre qu'il avait été du temps de Pompidou, un peu impétueux et talentueux d'ailleurs, traitait quelqu'un qui avait quand même régné sur la France et lui a demandé, dans les années entre 83 et 86, et même au-delà pendant la cohabitation, n'a cessé de lui demander ses avis, de ne rien faire sans avoir téléphoné à Édouard. Et je pense qu'il a fini par susciter chez Édouard une ambition qui s'est révélée au fil des années et des jours. Est-ce qu'on peut maintenant parler de haine entre les deux hommes? De haine, c'est très violent, mais disons qu'ils ne se parlent plus parce que ça n'est plus possible. Chacun vit son ambition, est parti sur une trajectoire et dont on connaîtra l'issue dans quelques semaines ou quelques mois. Précisément, votre livre s'arrête pile à la fin de l'année avec une anecdote un peu cruelle puisque vous racontez que Jacques Chirac n'a jamais rappelé Jacques Chirac a appelé à Noël, oui, mais parce que pendant les 6 premiers mois de l'année 93, Édouard Balladur avait jugé que Jacques Chirac ne le soutenait pas suffisamment sur deux dossiers très précis qui étaient à la fois l'affaire monétaire et le GATT, et donc le pacte, qui n'a d'ailleurs jamais été écrit, n'existait plus. D'un mot, Catherine Ney, ça sera la dernière question. La fin du scénario, est-ce que les deux hommes vont être candidats l'un contre l'autre selon vous? Moi je ne le crois pas, et je pense que les sondages les partageront. Merci beaucoup. Donc, je rappelle la sortie de ce livre chez Grasset, Le Dauphin et le Régent. Catherine Ney, un livre qui va sans doute faire un tabac en librairie et au moins dans les milieux politiques. Tout à fait autre chose, après la tuerie en Suisse des adeptes de la secte de l'ordre du Temple solaire, l'enquête se poursuit avec les autopsies des cadavres et la découverte dans l'un des chalets incendiés d'un pistolet muni d'un silencieux. Tout de suite le point avec nos envoyés spéciaux, Valérie Gaget, Philippe Deslandes. Camille Pilet, 68 ans, se déplaçait souvent avec une mallette accrochée à son poignet par une chaîne. Considéré comme le numéro 3 de la secte, il en était le caissier, le porte-valise. 4 jours avant le drame dans cet hôtel, il avait participé en compagnie de Joseph Dimambro, de Luc Jouret et de 6 autres convives à l'ultime réunion de l'exécutif de la secte. C'est même lui qui avait réglé la facture. Moins d'une semaine auparavant, Camille Pilet avait acheté à Joseph Dimambro l'un des 2 chalets de Salvan, dans le Valais. C'est pourtant ici, à Chéry, dans un autre canton suisse, que son corps a été retrouvé. Il était parmi les 23 cadavres allongés dans l'étrange chapelle de la secte. Certaines victimes avaient la tête criblée de balles. Les policiers détiennent aujourd'hui l'arme du crime, un pistolet de calibre 22 muni d'un silencieux retrouvé à Salvan. La découverte de cette arme renforce l'une des hypothèses des enquêteurs. Selon eux, le ou les meurtriers ont pu d'abord tuer 23 personnes à Chéry, puis rejoindre Salvan par la route pour y exécuter 25 autres fidèles. Joseph Dimambro était considéré comme le vrai patron de la secte, Camille Pilet comme son comptable. Les 2 hommes étant morts, toutes les questions portent désormais sur le sort de Luc Jouret, le gourou de l'ordre du Temple solaire. Est-il mort lui aussi? A-t-il pris la fuite? Les autopsies qui se poursuivent à Lausanne devraient bientôt apporter la réponse. La sclérose en plaques touche environ chaque année 50 000 Français. Il y a encore plusieurs années, cette maladie était considérée comme incurable. On peut désormais entrevoir raisonnablement de grands espoirs de traitement, et cela suite aux résultats positifs de 2 essais cliniques de 2 types de médicaments, mis au point l'un par un laboratoire américain, l'autre par un laboratoire israélien. Reportage Charles Anderlin et Jean-Daniel Flézaquier. J'étais gênée pour me déplacer. J'avais aussi des troubles de la vue
mais c'est vraiment pour les mouvements que c'était le plus difficile. Depuis 11 ans, Gabriel souffre de sclérose en plaques, une maladie mystérieuse qui ressemble à des pannes de courant de plus en plus graves. Pour qu'une ampoule fonctionne, il faut qu'elle soit alimentée en électricité par un câble électrique, un câble protégé par une gaine. Si cette gaine est coupée, le courant peut brutalement ne plus passer et tout s'arrêter. Le nerf et le muscle, c'est un peu pareil. Pour que le muscle fonctionne, il faut qu'il reçoive un influx venu du nerf. Un nerf protégé par une gaine qu'on appelle gaine de myéline. Si cette gaine de myéline se trouve détruite ou endommagée sévèrement, l'influx nerveux ne passe plus, le muscle ne se contracte plus et finit, après un certain temps, par se détruire. C'est ce qui se passe dans la sclérose en plaques. Aujourd'hui, Gabrielle va beaucoup mieux. En 4 ans, elle n'a eu qu'une poussée de maladie. Sans doute grâce à ce médicament, le COP1, mis au point en Israël à l'Institut Weizmann. Ce médicament a pour effet d'empêcher les cellules de l'organisme de venir détruire la gaine de myéline. Mais on apprend en même temps qu'un autre médicament qu'on appelle le bêta-interféron donne lui aussi de bons résultats dans la sclérose en plaques. Mais pour les spécialistes, il n'est pas question de mettre en compétition ces deux médicaments. L'avenir, aujourd'hui tel qu'on peut l'apercevoir, c'est plutôt dans l'association de ces diverses drogues entre elles, diverses drogues qui ont des sites d'action tout à fait différents et donc qui peuvent se potentialiser dans leur effet les unes les autres. La sclérose en plaques était considérée il y a encore 5 ans comme une maladie incurable. Actuellement, on ose parler pour les années prochaines de possibilités de traitement. Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé aujourd'hui le tracé de la Grande Boucle 95. Le Tour partira le 1er juillet, pratiquement de la porte de Bernard Hinault à Saint-Brieuc, en Côte-d'Armor. Moins long de 400 km que l'édition 94. Le tracé est prévu pour favoriser une course dynamique. Bref, un tour compact et nerveux à l'image de Christophe Duchiron. 1995, l'Odyssée de l'espace passera par la planète Tour de France. Le Tour en 95, c'est d'abord le Tour de la France profonde, avec un départ en fanfare dans les Côtes-d'Armor. 3 jours en Bretagne, terre de contraste, Bretagne, terre de cyclisme, Fouette champion breton. Si vous regardez bien, au total, il doit y avoir entre 4800 ou 5000 courses, presque autant que de coureurs. Et bien sûr, les gens viennent et ils sont passionnés, ils font du vélo, il y a beaucoup de cyclos le matin. C'est peut-être la première région cycliste de la France, c'est sûr. En plus, ce sont des gens qui aiment ça et qui viennent voir le spectacle. Le Tour de la France profonde ira faire un tour par la Lozère et par le Massif central. Le Tour 95 est un tour sage, équilibré dans son tracé, et un tour raisonnable dans son organisation, alto gigantisme. Le Tour connaît tellement de succès populaire que s'il voulait, il pourrait accueillir plus de suiveurs, plus de véhicules, plus d'invités, en vérité plus de tout. Et il est grand temps de dire stop parce que nous allons nous étouffer nous-mêmes. Pour faire la différence, Miguel Indurain aura 100 km de contre-la-montre. C'est malgré tout le plus faible total depuis 10 ans. Voilà qui pourrait aider ses adversaires, Luc Leblanc, le champion du monde, et Richard Virenque, les deux Français, grands grimpeurs devant l'Éternel, qui ont animé le Tour 94. Ça tombe bien, cette année, il faudra pratiquement enchaîner les Alpes et les Pyrénées. Les étapes plus courtes seront nerveuses. Je suis un coureur nerveux, donc ça devrait m'arranger. Mais ce qui est bien en tout cas, c'est que d'enchaîner les Alpes avec les Pyrénées, et déjà la Belgique va être très dure, notamment par son parcours, mais peut-être aussi par ses conditions climatiques. Difficulté ou pas, Miguel Indurain continue de voir la vie en jaune. Sí, c'est meilleur que l'année dernière. C'est un tour traditionnel et c'est meilleur pour moi. Si Miguel l'emporte, il rejoindra Merckx, Anquetil et Hinault. 5 victoires dans le Tour, de quoi figurer à jamais sur la planète Tour de France. Un mot de la Coupe Davis. 3 ans après le titre historique remporté à Lyon, l'équipe de France va retrouver les États-Unis en février prochain pour le premier tour de cette Coupe. Les rencontres auront lieu aux États-Unis. Bref, un très mauvais tirage au sort. Comme promis, nous allons retrouver notre invité Elton John qui se trouve en direct du Moulin Rouge où la pop star anglaise va chanter ce soir pour un grand gala de charité organisé par la Fondation Cartier, présidée par Alain-Dominique Perrin. Le prix des places est de 3 000 francs et l'intégralité de la recette sera versée à la fondation créée précisément par Elton John pour la lutte contre le sida. Elton John, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Yes, I can. Oui, je vous entends. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous préciser l'action concrète menée par votre association ? Cette fondation donne de l'argent à ceux qui ont besoin de soins directs, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de logement, de médicaments, d'accompagnement dans la maladie et des abris. Vous pouvez nous donner une idée du budget que vous maniez ?
Disons que j'ai deux fondations, j'en ai une aux États-Unis et une en Angleterre. Et jusqu'à présent en Angleterre, nous avons remis 1 million de livres et ce soir nous espérons recueillir 2 millions de francs. Vous avez aussi une action, et donc une partie de ces fonds iront directement en France pour soutenir des actions concrètes en France, mais on peut aussi préciser, par exemple, qu'en Afrique, votre fondation soutient 27 000 familles qui sont touchées par le sida. C'est donc une action tout à fait universelle. Tout à fait. Il s'agit en effet d'un problème universel et c'est une tâche extrêmement ardue que d'essayer d'être le plus généreux possible aux pays qui en ont le plus besoin car une épidémie sévit en Afrique et en Asie. Donc nous espérons pouvoir faire des choses pour l'Asie et plus je pourrai faire, plus je serai heureux. Elton John, nous avions l'intention de montrer, mais nous avons un problème de temps, le clip que vous venez de réaliser. Vous avez écrit la musique du dernier film créé par les studios Walt Disney. Nous l'entendrons demain, promis, parce que c'est très beau et très intéressant. Juste un mot, quels sont vos projets? Vous allez être au Zénith à partir du 11 novembre, c'est ça, et le public parisien va pouvoir vous retrouver. C'est exact. Oui, des concerts avec Ray Cooper. Voilà, donc précisez, voilà, vous n'êtes pas trop bavard, ça nous arrange. Je vous remercie d'avoir été avec nous en direct et donc je rappelle votre action pour le sida et donc les concerts de Elton John à Paris, au Zénith, à partir du 11 novembre. Est-ce que nous avons le temps de passer la mode ou non? Nous avons le temps, c'est formidable, nous avons retrouvé 2-3 minutes. Donc, les collections prêt-à-porter été 95 se suivent sans se ressembler. Au programme du jour, une star au Zénith, Karl Lagerfeld, et des étoiles montantes. Vous allez le voir, il est un peu difficile de choisir entre ces deux philosophies de la mode. Reportage Marie-Josée Le Picard, Patrick Deschmaquer. Parmi ses multiples contrats, Karl Lagerfeld, l'éclectique, l'universel, crée la collection Chloé. C'est son jour de tendresse, son expression féminine la plus douce, tout en soie et en dentelle, en broderie de paillettes et de plumes, sur mousseline translucide. Bien sûr, il n'habille pas les souris d'église. La discrétion, la modestie, le passe-partout, non, pas ici. Mais une richesse très ostentatoire dans son raffinement. L'image d'une société où l'on s'amuse, des bergeries rococo sur lesquelles n'est pas tombé l'orage, des coquetteries pour des après-midi de latence, de vacances, de nonchalance. Les Mario Chanet, c'est tout l'opposé. Ils sont minimalistes sans être vraiment austères. Mode silhouette sans ornement, simplicité de ligne qui n'exclut pas la complication du vêtement. Création de couple, Olivier et Michel font ensemble chaque saison une nouvelle collection. Ensemble, est-ce possible de créer à deux? Il y a une séduction féminine et une séduction masculine dans le travail de création que l'on fait et je pense que les deux vont dans le même sens avec cette différence fondamentale de l'homme et de la femme. Mais ça va néanmoins dans le même sens. Cette espèce d'austérité, elle nous correspond complètement. Nous sommes capricornes tous les deux. Est-ce que les astres expliquent aussi ces robes droites, enroulées, déroulées, toujours souples, féminines, ajustables sur des corps différents? Dans quelques minutes, Les Enfants du Silence, un très très beau film avec William Hurt. Vers 22h05, la deuxième partie du magazine de Jean-Luc Delarue, consacré aux banlieues. Un petit peu après minuit, vers minuit 20, le dernier journal, en compagnie de Catherine Sellac. Bonne fête aux firmanes. Dans quelques secondes, la météo, signée ce soir Sophie Davant. Excellente soirée, à demain 20h. Merci.